messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, la rencontre entre les présidents de la République et la délégation syndicale des enseignants. Comme vous le savez, les enseignants ont boycotté la reprise des cours. Ils revendiquent leurs arriérés de salaire qui s'évaluent à peu près à 4 mois. On va tenter de décrypter ce qui a été cette rencontre entre les présidents et la délégation syndicale. On va aussi aborder la question de la démarche des 13 personnalités politiques et de la société civile qui exigent des réformes électorales. Ils ont rencontré les présidents, les premiers ministres. Ils envisagent cette fois de rencontrer l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi ne pas discuter de ces sujets au sein des institutions en lieu et place de l'aborder en dehors des institutions? On va en parler au cours de cette émission et puis on va chuter avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. D'abord, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui a décidé de briguer un troisième mandat malgré l'opposition et la contestation de sa population. On annonce la mobilisation des jeunes de plusieurs partis de l'opposition pour demain. Qu'est-ce qui va se passer? On va en parler. Simone Gbagbo qui appelle Ouattara à se retirer et puis qui lui demande également de réintégrer Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé sur les listes électorales. On va aussi analyser cette question et puis on va aller en Guinée-Conakry où Alpha Condé, cet ancien opposant aujourd'hui au pouvoir, qui aujourd'hui ne sait plus donner les tons quant à son avenir politique. On va aussi analyser cette question avec, sur ces plateaux, Jean-Pierre Kayembe, présentateur vedette des émissions On débrief et Face à l'opinion sur la RTGA, mais aussi promoteur d'un média en ligne qui s'appelle 24h.cd. Jean-Pierre Kayembe, bienvenue à cette émission. Merci, cher Hervé. Je ne savais pas que j'étais présentateur vedette. Merci pour le compliment que vous me faites. Je suis très flatté d'être ici et de répondre à votre invitation. Vous présentez une émission très suivie, On débrief. Comme la vôtre. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que vous faites. Alors, avant d'aborder même l'actualité, il y a des gens qui racontent des histoires sur vous. Vous êtes kabyliste et vous êtes très proche de l'ancienne première dame. Comment vous vous sentez, vous, comme journaliste, quand on vous colle des étiquettes comme étant kabyliste, comme étant proche de la famille Kabila, disons? Ça ne me fait rien. Parce que je sais que je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne détiens la carte des membres d'aucun parti. En revanche, en tant que journaliste, il m'arrive d'être invité pour couvrir des activités, des personnalités. Et je crois qu'après presque 13 ans de métier dans cette ville, ne pas être invité dans des hauts milieux politiques aurait été peut-être un manque de stratégie de ma part. Et donc, c'est avec fierté que je couvre les activités de l'ancienne première dame. C'est aussi avec fierté que je couvre les activités de l'UDPS et d'autres partis politiques, membres du CACH, en tant que journaliste, s'il vous plaît. Mais j'ai à côté de ça une opinion à émettre. Nous l'avons appris à l'université. L'opinion est un des genres journalistiques. Si les juges ont droit de voter, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas émettre une opinion? Et très souvent, les gens pensent que quand votre opinion est en contradiction avec, par exemple, le pouvoir en place actuellement, on vous assimile à l'autre camp. Vous comprenez? Autant que je rencontre l'ancienne première dame, autant que j'aurai ce même plaisir de rencontrer, au besoin de couvrir les activités de l'actuelle première dame. Donc, ce n'est que du bruit des couloirs. J'essaie de foncer. Très bien. Autant que je suis fier de voir le promoteur de cette chaîne, M. Christian Bossembe, être aux côtés de la première dame. Vous comprenez? Je pense que les gens attendent beaucoup plus de nous, pas ce type de débat, des caniveaux où on vous classifie selon que vous êtes FCC, CACH, mais à ceux qui se posent des questions, Très bien. je vous le dis, en vous regardant tout droit dans les yeux, que je ne détiens la carte d'aucun membre. Même s'il arrive que je partage certaines valeurs prônées par l'ancien président Joseph Kabila. Même s'il arrive que je partage certaines prises de position. Parce que depuis que l'homme a quitté les pouvoirs, j'ai pris le temps de le comprendre. Et j'ai compris que M. Kabila était un homme incompris, où il était un éternel incompris. Il a été haï par certains, par procuration. Et malheureusement, ceux qui lui ont été reprochés, on voit d'autres en ce moment en train de le faire. Très bien, on va parler de la grogne des enseignants. Le président a reçu hier à la Cité de l'Union africaine une délégation syndicale des enseignants. Ces mêmes enseignants qui revendiquent les paiements de leurs arriérés de salaire.
est-ce que finalement, ceci n'est pas devenu une habitude pour ces enseignants? Ils vont revendiquer, et puis demain, ils vont reprendre les cours. Ça, c'est la première question. Et puis, est-ce que tout se limite à la rencontre avec les présidents ou on doit trouver des solutions concrètes? Des solutions concrètes s'imposent. J'ai l'impression que nous faisons du rafistolage, de l'apéprisme. On commence et on ne finit pas. On dit qu'il faut qu'il y ait rentrée des classes. Dans un premier temps, des classes terminales. On oublie en même temps qu'il y a ce risque de contamination. Mais qu'à côté, les enseignants n'ont pas été payés. C'est vrai, la crise du Covid a dévissé nos ressources, mais il faudrait que l'on soit conséquent. Vous comprenez, ces enseignants ont des enfants, ils ont des femmes, ils doivent survivre. On ne se lève pas pour dire qu'il faudrait qu'on retourne à l'école tant qu'ils n'ont pas été payés. Parce qu'en ce moment, ils s'exposent. Et je ne voudrais même pas encore en arriver aux enseignants. Il y a le personnel soignant, ceux qui ont été au contact du Covid, ceux qui ont été au front contre cet ennemi invisible. Vous avez appris que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été payés. Jusqu'à ce qu'ils en avaient marre et qu'ils ont décidé de marcher. Qui gère le ministère de la Santé? Par où sont passés ces fonds? Qu'est-ce que le parquet attend pour se mettre en branle? Si c'est ça l'état de droit, j'ai encore des questions à me poser. Pour revenir là aux enseignants, je crois qu'il faudrait qu'on nous regarde en face, que le pouvoir arrête de rafistoler les choses, qu'on nous dise si il faudrait qu'on reprenne ou carrément déclarer l'année blanche. Parce que, disons, aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut dans les universités. Imaginez qu'ils n'auront que 2 mois pour récupérer les matières qui auraient dû être enseignées sur 4 à 5 mois. Comment ça va se passer? Déjà que nous avons un système éducatif très déficitaire. Il faut voir le niveau des étudiants qui nous viennent, licence en poche, dans nos rédactions ou ailleurs. Vous comprenez? Le cas, par exemple, de l'université de Kinshasa. Là-bas, on n'a jamais étudié. Parce que, on a revu à la hausse les frais académiques et toute l'année partie comme ça. Ça a paralysé les activités. Étaient déjà en grève. Déjà en grève. Et maintenant, quand on dit qu'on doit reprendre, je vu le président à l'UNIKID, j'avais des questions à me poser. J'ai dit, mais monsieur le président, l'UNIKID va reprendre les cours, oui. Sur quelle période? On dit que ça pourrait s'achever jusqu'au mois d'octobre, novembre. Pendant ce temps, il y a des étudiants qui doivent faire les examens de la 2e session. Il y en a même qui n'ont jamais été délibérés. Il y a ceux qui attendent la délibération, ceux qui doivent défendre. Je pense que ce qui se passe s'apparente effectivement au programme des 100 jours. Du copier-coller, de l'apéprisme. Parce qu'on a vu qu'ailleurs, on a repris. Nous aussi, on doit reprendre. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a, par exemple, suspendu les cours dans les provinces qui n'étaient pas touchées par le coronavirus. Et quand vous prenez, on dit non, pour l'instant, c'est les classes terminales. Que dire, quid maintenant d'autres classes, d'autres promotions? Comment ça va se passer? Donc, il y aura une année blanche pour certaines promotions et pas d'année blanche pour d'autres promotions. Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier minutieusement la question avant de décider que les cours reprennent? Le cas, par exemple, de nos universités. Vous et moi avions fréquenté l'université. On sait comment ça se passe. Il faut voir comment les étudiants sont entassés. C'est comme des sardines. Je ne veux pas parler des filières, par exemple, des droits, de l'économie, et même encore des communications à l'université de Kinshasa. Ils sont entassés comme des sardines. Il faut arriver au plus tard 5 heures pour espérer se trouver une place assise. Mais s'il y a déjà un étudiant contaminé, avec ces étudiants qui sont très nombreux, entassés, vous imaginez le risque de contamination. Parce qu'on nous parle des mesures d'hygiène, des mesures barrières qui vont être mises en place. Mais moi, j'en ris, cher Hervé. Moi, j'en ris parce que le président lui-même, il s'est plaint dans un de ses discours qu'il constatait que les mesures, les gestes barrières n'étaient pas respectés. Là, on était en plein état d'urgence. On est ici à Kinshasa. Sortez d'ici à côté, vous verrez qu'il n'y a même pas des gens qui portent des masques. Alors, quand vous allez entasser les étudiants dans ces conditions, il y a de quoi se poser des questions. Aujourd'hui, le coronavirus est en train de rebondir. Et il me semble que ce rebond est très, très dangereux pour la jeunesse, comme je l'ai vu en France. Est-ce qu'il faut autant pousser, sacrifier les jeunes? Est-ce qu'il faut sacrifier l'éducation? Ou il faut sauver des vies? Et là, je pense qu'il y a des questions très importantes qu'il faut se poser au lieu de rester dans la politique spectacle en voulant donner l'impression qu'on travaille alors qu'on ne travaille pas. Alors aujourd'hui, vous estimez qu'on devrait décréter l'année blanche. Si on devrait passer par cette décision, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a des enfants, il y a plutôt des élèves qui ont payé déjà leurs frais scolaires, il y a des étudiants qui ont apuré aussi leurs frais académiques. Si aujourd'hui on doit décréter une année blanche, qu'est-ce qui va arriver? Il y a eu des pays sérieux qui ont compris qu'il ne fallait pas sacrifier l'éducation des enfants.
C'est vrai, des frais ont été payés. Est-ce que les cours ont suivi? Comme je l'ai rappelé, nous avons déjà une éducation très déficitaire, avec un niveau très très bas. Il ne faudrait pas davantage sacrifier. Il ne faudrait pas, ces élèves, ces étudiants ne sont pas des robots qui vont étudier des programmes de 5 mois sur 2 mois seulement. Vous comprenez? Mais à côté de ça, il y a ces enseignants qui n'ont pas été payés, qui doivent vivre. Donc, il faut prendre des décisions salutaires, courageuses. Si on se rend compte que les choses ne se sont pas bien passées, un président, parfois, il faut prendre des mesures impopulaires. On dit, en tant que président, je décide que cette année soit, par exemple, l'année blanche, ou sauver ce qui peut l'être. Je ne pense pas qu'il faut qu'on décrète, c'est pas ce que je pense, mais j'estime qu'il y a quand même des questions à se poser. Parce que les classes terminales ont repris, pas toutes effectivement, mais quid des autres? Comment ça va se passer? Alors, si on a fini avec les classes terminales, c'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y aura pas d'étudiants ni d'élèves dans les classes terminales parce que ce sera vide, parce que ceux qui sont là seront déjà partis. Est-ce que les élèves auront le temps de bien assimiler les cours? Est-ce que nous voyons le risque déjà qu'il y avait avec la gratuité de l'enseignement? Vous voyez ce que ça a donné dans certaines écoles. Cette année, les élèves n'ont pas bien étudié parce qu'on est passé de grève en rêve, simplement parce que l'on a pris des mesures à la va-vite, sans d'études de faisabilité. La conséquence, c'est que j'ai l'impression que nous pataugeons. On patauge. Et il est temps que le président et que tous les acteurs qui sont impliqués dans ce secteur se mettent ensemble et réfléchissent sur l'issue à donner à cette année scolaire ou année académique avec des décisions courageuses. Est-ce que l'erreur en ce qui concerne la reprise des cours n'est pas venue du ministre, comment il s'appelle, Willy Bakonga? Parce que c'est quand même lui qui nous a fait croire à un moment donné que les élèves avaient déjà étudié à plus de 6 mois. Il ne restait que plus ou moins 45 jours pour terminer l'année scolaire. Là, on était déjà au-delà du 2 juillet. Est-ce que finalement, ce n'est pas Willy Bakonga qui va endosser la responsabilité de ce qui va arriver? Ben, je crois que la responsabilité pourrait être partagée. Willy Bakonga n'étant pas ministre de la Santé, peut-être qu'il ne maîtrisait pas toutes les réalités. Effectivement, la situation n'est pas la même dans toutes les écoles, ni dans toutes les universités. J'ai pris le cas de l'UNIKIN, parce que c'est là qu'il y a eu grève. Mais à l'IFASIC, ils ont étudié. Ailleurs, ils ont étudié. Voir aussi au niveau du primaire, du secondaire, où ils étaient déjà presque à la fin du deuxième semestre, parce que le Covid s'est déclaré autour de mars-avril, donc il ne restait que quelques jours. Donc c'est là que j'en appelle à des concertations sérieuses. Pas faire le spectacle. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on travaille alors qu'on ne travaille pas. Il faut réfléchir, mûrir savamment la situation. Est-ce qu'il faudrait dire, par exemple, que pour l'UNIKIN, on décrète année blanche, et que pour les autres, ils ont encore quelques mois, ils se rattrapent? Je voudrais bien qu'on y arrive. Parce que M. Bakonga va nous dire qu'il y a eu des cours qui s'est donnés à la télévision. Combien de ménages dans ce pays ont accès à l'électricité? Ceux qui sont chez moi à Ndemba, dans le Kassai central, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont même pas de l'électricité. Comment ils arrivaient à suivre ce qui s'est passé à la RTNC? Vous comprenez? Même, je suis allé loin, alors qu'ici à Kinshasa, il y a pire. Donc, n'étant pas acteur du secteur, j'analyse, je pèse le pour et les contre. Est-ce qu'il faut une année blanche pour toutes les universités? Est-ce qu'il faut étudier au cas par cas, selon les filières, selon les universités, selon les écoles? Je pense que là, une table ronde s'impose. Mais si on essaie de le faire comme nous le faisons maintenant, on va échouer. Et ce sera toute une génération. J'ai l'impression surtout que cette histoire de la gratuité de l'enseignement vient davantage massacrer l'éducation de nos enfants parce qu'un enseignant qui n'est pas bien payé, on attend toujours qu'il le reçoive le 250 $ promis. Ce n'est toujours pas arrivé. Avec la crise du Covid, l'économie qui est en berne comme elle est, j'ai peur que certaines mesures prises à la va-vite sans se rassurer de ce que nous étions à mesure de produire pour financer, que ça puisse un jour s'arrêter à Michel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir de la rencontre entre le président de la République et la délégation syndicale des enseignants qui exigent les paiements de leurs arriérés de salaire? Ben moi, je crois que il faudrait que les enseignants soient payés. Ils sont dans leurs droits. Je peux me mettre à leur place. Comment ils ont survécu 4 mois durant sans être payés? Il faut être inhumain. Mais entre-temps, il y avait des fonds qui ont été dépensés à autre chose. Des jets privés qu'on a loués ici et là pour amener des proches, ainsi de suite.
Entre-temps, il y a de nouvelles structures qu'elle ont créées. On n'a pas, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut voir les structures qui sont autour de la présidence, énormément. Et le 9, c'était un triste anniversaire d'une des structures, d'une de ces nombreuses structures chargées notamment du changement de mentalité. Et j'étais même en train de me poser des questions sur le bilan de toutes ces structurettes. On a créé une histoire pour changer la mentalité des gens. Une année après, le seul bilan qu'ils ont, c'est qu'ils ont affiché quelques panneaux, des photos géantes du président faisant de lui un dictateur, ou en voulant faire de lui le seul maître des lieux, avec des messages bidons qui accompagnent ces affiches. Je suis le seul président. C'est comme si M. Tshisekedi était en concurrence avec quelqu'un d'autre. Il y a un moment où je me dis, est-ce que les partisans de Félix Tshisekedi sont conscients que c'est lui le seul président? J'ai l'impression que balance à cahier, la balance, ou c'est lui, ou c'est Fayoulou à côté, ou c'est Kabila. On dirait que Bangomo ne sont pas convaincus qu'il est président. Parce que j'ai vu quand le président prend des ordonnances, par exemple, même si elles sont largement contestées, les ordonnances au niveau de au sein de l'armée et de la justice, vous avez vu des juges qui ont publiquement protesté. Ils ont même donné une leçon de droit au cabinet du président. Et j'ai vu des partisans de Thierry Ferrer applaudir. J'ai dit, mais tiens, mais il est président, pourquoi déjà? Parce que c'est lui qui nomme, qui révoque. Pourquoi quand il prend une ordonnance, les gens se réjouissent? On dirait qu'eux, dans leur subconscient, ils ne sont pas convaincus que M. Félix Tshisekedi est président. Pour moi, il est président. Il engage la nation. Et maintenant que l'histoire des enseignants se pose, il faut qu'il trouve des solutions. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé des solutions intermédiaires à ce qui s'est passé, je crois, chez Transco. Aujourd'hui, Transco est dans la ruine, Monsieur le Président. Vous êtes-vous encore intéressé à ce qui s'est passé? C'est ce que j'appelle du rafistolage. Vous semblez charger les présidents alors que vous oubliez que nous avons un Premier ministre qui gère au quotidien la République. Je vous renvoie aux affiches de ses partisans. Je suis le seul président. C'est moi qui ai le stylo rouge. C'est moi qui suis. C'est moi qui fais. C'est lui qui a été voté par le peuple. Et c'est le Premier ministre qui gère les pays au quotidien. Le Premier ministre, c'est vrai. C'est lui qui doit gérer les problèmes d'impayement et tout ce qui est lié au social des Congolais. Vous savez, dans ce pays, les gens ont oublié que Kabila gérait avec Adolphe Mouzito, qui est devenu donneur de leçons. Dans ce pays, les gens ont oublié que le Palou avec Gizenga était au pouvoir. Dans ce pays, les gens ont oublié que Bruno Tshibala, qui était de l'opposition à l'époque, a co-géré ce pays. Mais quand on vous parle de 18 ans... Avec vous à ses côtés. Effectivement, j'ai eu l'honneur d'être dans sa communication. Parce qu'effectivement, c'est ce que nous essayons de faire. Nous vivons de la sueur de notre front. Très bien. Et les gens, quand ils vous parlent des 18 ans de Kabila, on a l'impression que Kabila était seul. Il était le seul à tout faire. Et acceptez que ce que vous disiez de Kabila hier, qu'on vous le dise aussi. Très bien. Voilà. On va prendre la démarche des 13 personnalités politiques. Parmi eux, il y a des parlementaires, il y a des personnalités de la société civile. Alors moi, je me pose toujours cette question chaque jour. Pourquoi on doit enlever cette question au sein des institutions pour les débattre ailleurs? Pourquoi ces Sanga, les Loubaya ne peuvent pas débattre de cette question au sein de l'Assemblée nationale en lieu et place de les transporter ailleurs? Depuis l'arrivée au pouvoir de l'UDPS, les questions d'État se traitent dans la rue. C'est ça, on n'est pas... Un instant, j'arrive. C'est ça, est parti d'une certaine expérience. Je vais vous l'expliquer. Quand l'histoire des ordonnances présidentielles, contestée déjà à l'époque parce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une délibération au Conseil des ministres, je parle de la nomination de Kyungu et des autres, Kyungu d'ailleurs qui devrait aller en retraite, je ne comprends pas pourquoi il a été récompensé. Le débat est parlementaire. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le siège inviolable de l'Assemblée nationale a été envahi par des militants qui ont menacé. Armes à la main, ils avaient des armes blanches. Ah bon? Aucun d'eux, ils avaient des bâtons. Qu'est-ce que vous voulez? Ils avaient des bâtons. D'autres, je crois qu'ils avaient même des députés ont fui. Ce siège est protégé par la loi. Personne n'a été poursuivi. Vous imaginez qu'un débat parlementaire, un débat institutionnel, tu se retrouves, s'il vous plaît, dans la rue. Et ça s'est répété plusieurs fois. Ça s'est répété plusieurs fois. La dernière en date, il y a eu des morts, le 9. Comment on peut accepter qu'une marche d'un parti au pouvoir se solde par un bain de sang? Mais c'est ça qui pousse les Sessanga. Parce que quand vous entendez aujourd'hui certains turiféraires du président, ils vous font croire que nous n'aurons pas élection en 2023. Toute honte bue, ils vous disent ça, qu'il n'y aura pas élection.
Est-ce que vous comprenez que ce sont les mêmes qui ont marché, alors qu'il y avait des motifs valables déjà en son temps? Ils ont marché, ils ont fait tuer les gens, inutilement, en 2016. Et le même revient aujourd'hui pour nous dire, il y en a même qui vont jusqu'à vous dire que l'élection est en 2030. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que la démarche de Sisanga et autres concourent à ce plan? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces gens sont à la solde du pouvoir, qui, se sentant incapables de justifier son bilan? Aujourd'hui, tout est attribué à Kabila. Tout est attribué à Kabila. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dérange tout, c'est lui qui bloque tout. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces gens sont soldés par le pouvoir pour nous amener dans des conciliabules qui puissent aboutir à la possibilité de poster les élections? Mais qu'on reproche tout à Kabila, s'il vous plaît. Il n'a pas glissé au premier mandat. Il a glissé au deuxième mandat. Et même s'il a glissé au deuxième mandat, c'était juridiquement. On va en parler. C'était juridiquement démontré. Donc, je pense qu'il y a des divergences autour de la question électorale. Mais je ne peux pas accepter que des questions d'État quittent l'hémicycle, quittent les institutions pour se traiter dans la rue. J'ai échangé avec Claude Loubaya, qui est un des co-signateurs de cet appel du 27 ou du 11 juillet. Je lui ai dit, mais comment expliquez-vous que vous êtes député, mais vous allez, pour des questions institutionnelles, solliciter l'apport de ceux qui ne sont pas dans les institutions? Et je suis content parce qu'ils ont commencé à changer maintenant. Ils disent, ils ne veulent plus du dialogue maintenant. Loubaya m'a dit, non, on ne veut pas de dialogue. Parce qu'ils se sont sentis acculés. Leur démarche a été émornée. Parce qu'ils ont vu que l'opinion n'est pas préparée aujourd'hui à accepter un report des élections. Que l'opinion n'est pas préparée à accepter un partage du pouvoir. Parce que d'autres pensent que quand il y aura dialogue, on va avoir un gouvernement, on pourrait remettre en question la majorité parlementaire et mietter le FCC de certains portefeuilles ministériels. Mais bien au contraire, ce sera une façon, encore une fois, de mietter le pouvoir du président. Parce que maintenant, il cogère avec son allié du FCC. C'est-à-dire qu'il va ouvrir un troisième front. Il ouvre son pouvoir, désormais, il sera obligé de partager son pouvoir et avec le FCC et avec les opposants. Vous comprenez ce que ça fait pour lui et ça réduit très sensiblement sa marge de manœuvre. Mais vous avez des gens qui ne comprennent pas les signes des temps, qui vont se réjouir pour des choses comme ça. Cette démarche n'a pas d'avenir, elle doit vite être étouffée dans l'œuf. S'il y a réforme à faire, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et je pense que comme l'Assemblée nationale a déjà entériné la candidature de Malonda, il faudrait que l'on passe. Il faudrait que l'on passe, que l'on avance, qu'on trouve d'autres dispositions qui dérangent, qu'on les règle et tout doit se faire dans le cadre institutionnel ou dans le cadre de la coalition qui est au pouvoir. Est-ce que nous ne sommes pas là en train d'embrasser les voies d'une nouvelle tenue, de la tenue d'un nouveau dialogue? Est-ce que nous ne sommes pas là en train d'embrasser les plans ou les schémas préconisés par Martin Fayulu? Bien, Martin Fayulu lui-même a tourné la page. Il a tourné la page, il attend désormais les élections de 2023. J'ai prié Dieu qu'elles soient organisées. Quand vous voyez ceux qui ont signé ces documents, bien, j'ai beaucoup de respect pour certaines figures qui sont là. Malheureusement, j'ai l'impression que la plupart, c'est des aigris. Ah bon? C'est des aigris. Vous avez des propos durs. C'est des gens, j'ai dit que j'ai du respect pour eux. Mais j'ai l'impression que c'est des aigris, c'est pas ça être dur, je les qualifie en tant que tel. Vous avez autour de ça des gens que je respecte beaucoup, l'honorable Loubaya, l'honorable Sisanga. Il y a Lokondo. Je voudrais parler d'abord des deux premiers. Ils ont battu campagne pour M. Tshisekedi, alors qu'ils étaient dans la Mouka, au Kassai. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, on ne sait pas les situer politiquement. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire, s'ils ne sont pas téléguidés, ils font un appel du pied. Ils cherchent à se retrouver. Ils sont dans une recherche effrénée des postes. J'ai même appris que leur démarche serait soutenue par certains officiers. Ce que les gens ignorent, c'est que les multinationales qui ont financé la campagne de Fayulu, les multinationales qui ont invité Fayulu, Tshisekedi, Kamere, Katumbi, Bemba et les autres à Genève, ils n'ont pas désarmé. Leur plan, c'est d'avoir
un président de la CENI à leur couleur. Leur plan, c'est d'avoir leur pion. Et pour ça, ils vont doubler des stratégies, redoubler même des stratégies pour arriver à leur fin. Et ça, les gens de l'UDPS, eux, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Félix Tshisekedi n'est pas le choix de la communauté internationale. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, ils essaient de lui tendre la main, mais ce n'est que des façades. Le candidat de la communauté internationale n'est pas Félix Tshisekedi, encore moins Martin Fayulu, parce que celui-là n'était qu'un émissaire. Ce n'était qu'un jouet, qu'un robot. On t'envoie, tu gagnes, 2 ans après, tu organises les véritables élections dans leur tête qui aboutiraient à l'élection ou à l'imposition de leur candidat. Vous comprenez? Il y a tellement de choses que certains ne comprennent pas et malheureusement, on se perd. Ce dialogue, j'espère qu'il n'aura jamais lieu et que toutes les questions qui divisent vont se régler dans les institutions, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et au finish, le président il peut convoquer une réunion interinstitutionnelle. Est-ce que les fonds de la démarche de ces 13 personnalités, d'abord, comment vous la trouvez? Comment vous les trouvez plutôt? Les fonds, est-ce qu'ils revendiquent qu'on puisse revenir à 2 tours des élections, qu'on puisse revoir la loi sur la composition du bureau de la CENI? Est-ce que les fonds de leurs revendications, c'est... Aujourd'hui, ces fonds est vide. C'est juste des personnalités qui cherchent à faire parler d'eux. Parce que je me posais la question. Aujourd'hui, on parle des réformes. Mais quand l'Église catholique a aligné ses candidats, quand l'Église catholique a entamé ses processus de désignation du président de la CENI, pourquoi on n'a jamais parlé réforme? C'est simplement des gens à mal des positionnements politiques qui cherchent à vouloir se faire un nom, paraître, carrément avoir accès au gâteau. Et j'ai envie de leur dire que, messieurs, la République n'est pas un gâteau. On veut du retour des élections au deuxième tour. Les politiciens, ils sont très malins. Vous savez, Hervé, des hommes d'État ne parlent pas élection. Des hommes d'État parlent développement. Mais chez nous, vous allez voir qu'à 3 ans des prochaines élections, ils ont déjà mis le curseur qui clignote sur 2023. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 5 ans qu'on leur a donné? Ils veulent qu'on aille au deuxième tour pour qu'on ait une multitude de candidats présidents, qu'ils fassent des alliances. Est-ce que ce pays a financièrement des moyens pour organiser ces élections à 2 tours? On a fait ça en 2006. On a fait ça en 2006 avec l'argent des bailleurs internationaux. En 2011, le Congo a financé le processus électoral à presque 90%. En 2018, Kabila a tenu à ce que ces élections soient organisées sur fonds propres. Vous voulez qu'on organise les élections à 2 tours pour que les politiciens se retrouvent, qu'ils fassent des alliances, qu'on ait des candidats de la honte, qui se rebuffent au deuxième tour? On a des moyens. Ou vous voulez qu'aujourd'hui, après avoir financé sur fonds propres nos élections de 2018, qu'on tende encore la main aux bailleurs, comme je l'ai vu avec l'histoire de la gratuité, où on nous dit non, la Banque mondiale va financer autant. Ces institutions financent avec des conditionnalités. Parce qu'il y a des lobbies. Aujourd'hui, si la Banque mondiale refuse de nous donner de l'argent, qu'est-ce que nous ferons de la gratuité? C'est pathétique. Très bien, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. D'abord, la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, déterminé à briguer un 3e mandat en dépit de la contestation de la population. Les jeunes de plusieurs partis de l'opposition vont manifester. Il y a Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, qui demande à Ouattara de s'y retirer. Comment vous analysez aujourd'hui le comportement de Ouattara qui s'est dédié, l'homme qui avait annoncé qu'il ne va pas s'y représenter pour un 3e mandat, mais finalement qui fait volte-face après les décès de celui qui a été désigné comme son dauphin? Monsieur Ouattara est une honte pour l'Afrique. Une grande honte. Voir un papa comme lui tergiverser. Plus de 70 ans. Enfin. Sur Facebook, je disais que M. Ouattara, tout comme Alpha Condé, son collègue de la Guinée, devrait venir à Kinshasa. Pour faire quoi? Venir à Kinshasa, apprendre quelques notions de l'alternance pacifique. Ouattara oublie dans quelles conditions il a été imposé à la tête de ce pays par la France. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au bord de l'implosion, au bord d'une nouvelle crise, avec les candidats exclus, notamment Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, et ainsi de suite. Voyez ceux que l'on nous a présentés comme des modèles en Afrique. Il va très mal finir. Et au finish, je me dis,
Ce qui s'est passé ici chez nous est un véritable exploit à préserver. Je ne comprends pas quand certains turiféraires cherchent à faire embraser la case. Le Congo a donné une très belle leçon de démocratie. Personne ne croyait. En dépit du fait que quand Kabila est élu en 2006 et qu'il accorde sa première interview, il dit que j'ai donné ma parole d'officier, que je ne toucherai jamais aux dispositions intangibles de cette constitution. Personne ne l'a cru. Personne. On a commencé à douter jusqu'au bout. Même si en dépit de ses sorties médiatiques, il rappelait que le pouvoir use, le pouvoir amenuse. Et qu'il y a une vie après la présidence. Je ne sais pas si les gens voudraient que Kabila leur parle de quelle façon. Aujourd'hui, Kabila a tenu parole. Et l'exemple du Congo. Après avoir glissé pendant 2 ans. Après avoir fait tuer les gens. Après avoir gazé et tué les gens même au sein des églises. Oui, je voudrais qu'on dise aujourd'hui que les militants de l'UDPS qui sont morts le 9 ont été tués par M. Tshisekedi. Je voudrais qu'on nous dise, qu'on nous regarde en face et qu'on nous dise que le policier, le pauvre policier, lâchement abattu par des militants de l'UDPS, c'était notre Rossi. Et son sang crie vengeance. Je voudrais qu'on nous dise que c'est M. Tshisekedi qui va porter la responsabilité. En 2016, les gens ont enfoncé une porte déjà ouverte. On doit avoir des élections. Mais écoutez, nous avons des contraintes financières. Kabila est partagé entre la légalité et la légitimité. Tenu par la légalité, il crée quand même une légitimité. Il invite ses collègues, ses compatriotes, ses concitoyens à parler. Voilà les réalités. On ne peut pas avoir des élections pour telle raison, pour telle raison. La CENI vient explique. On fait un gouvernement qui finance finalement les élections. Et ceux qui ont marché, aujourd'hui, moi j'en ris quand je vois l'église, pardon, l'UDPS être contre l'église catholique. Mais ensemble, ils mobilisaient en son temps, nous ont-ils dit qu'ils faisaient le 50-50. Mais quoi qu'ils en disent, Kabila est sorti par la grande porte, en dépit du fait que personne ne voulait croire en lui. Et cet exemple, j'ai vu, parce que les gens disent, mais écoutez, Kabila avait l'âge de rester encore au pouvoir. Contrairement à ce qui s'est passé en Angola, parce que quand je parle de la SADC, un premier exemple dans la sous-région, les gens me brandissent la SADC, enfin l'Angola. Eduardo avait quel âge? Et quand il a quitté le pouvoir, qui l'a remplacé? Bien au contraire, chez nous, Kabila, tout jeune qu'il était à 48 ans, il quitte le pouvoir. Il n'est pas remplacé par son dauphin à lui. Il quitte les pouvoirs après la pression de la population. Aucune pression parce qu'il avait toujours dit. C'est pourquoi je dis dans cette émission. Vous oubliez carton jaune, carton rouge. Je dis dans cette émission. Marche du CLC. Je comprends tout ça. Je dis dans cette émission que Kabila était incompris. Ou qu'il y avait à l'international des gens qui ont travaillé pour mettre le pays dans une sorte d'ingouvernabilité parce qu'ils avaient un plan. Dieu merci, Kabila a réussi à déjouer ce plan. Des gens sont morts parce que le CLC, parce que l'UDPS ne comprenait pas le discours. Kabila n'avait jamais dit qu'il sera candidat à un 3e mandat. Mais est-ce que c'était interdit à ses partisans de le dire? Non. C'est comme aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'on va reporter les élections. Mais je vois ses partisans le dire, même si nous condamnons ça. Ce qui compte par-dessus tout, c'est le fait qu'il a respecté sa parole d'officier. Carton jaune, carton rouge, c'était la manipulation politique. De la manipulation politique. De la manipulation politique. Si Kabila doit porter la responsabilité de ce qui se passe avec Rossi, acceptons que Félix Tshisekedi porte la responsabilité des militants de son parti qui sont morts, pire du policier tué. Parce qu'il n'a fait que son travail, rétablir l'ordre public. Alors en Guinée-Conakry, là aussi, il y a un autre cas à gérer. Alpha Condé qui est arrivé fin mandat. Là aussi, les élections sont prévues pour le mois d'octobre de l'année en cours. Alpha Condé qui aujourd'hui ne sait plus donner des signaux clairs quant à son avenir politique. Ses sympathisants les poussent à briguer un 3e mandat.
jusqu'où on va aller avec ces présidents africains qui ne savent pas laisser les pouvoirs, qui ne savent pas respecter la Constitution? C'est comme j'ai dit, qu'ils viennent ici apprendre comment Kabila a fait pour quitter le pouvoir. Donc, ils doivent aussi apprendre comment gazer les gens au sein des églises, comment gazer même les bébés dans des maternités, comment déshabiller les prêtres. Attendez, il y a tellement de spéculations et ça me permet d'ouvrir une parenthèse et la refermer de sitôt. C'est ce qui a été fait. J'ai entendu sur cette chaîne notre collègue Christian Bossembe. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai entendu se fourvoyer. Ah bon? Dire, par exemple, débiter du mensonge. En disant quoi? Des fake news. Moi, j'ai peur que Google arrive à fermer votre chaîne parce que Facebook l'a déjà fait avec d'autres personnes, une bande de malfaiteurs spécialisés dans la divulgation de fausses informations. Il dit, par exemple, que l'on a désarmé la ferme privée de M. Kabila. J'en parle parce que il y a cette opinion à qui on fait tout croire. Non, Kabila a ordonné qu'on gaze les bébés, qu'on fasse ceci. Ça fait partie de ces fake news, du pur mensonge. Je voudrais dire à ceux qui vont regarder cette émission. N'avez-vous pas vu en 2016 les prêtres être déshabillés? N'avez-vous pas en 2016 ou 2017 les bébés être gazés dans des maternités? N'avez-vous pas vu des chats de Kapanga être tués dans une église? L'état des droits sous-entend le respect de l'ordre. Vous voulez manifester? L'autorité estime que les conditions ne sont pas requises pour protéger ou qu'il estime qu'il y a risque que ça dégénère, l'on interdit. Quand vous manifestez contre l'avis de l'autorité, vous avez violé la loi. Et là, la police existe, elle est payée pour ça, pour restaurer l'ordre public. Mais maintenant, si la police vient qu'il y a résistance, les gaz lacrymogènes, ça fait partie des armes non létales que la police peut utiliser pour disperser un mouvement. Il n'y a rien d'illégal de ce point de vue. Mais on sait. Parce que la violence n'est pas venue de la police. Vous avez vu la marche de l'UDPS, comment il s'est soldé. On sait maintenant d'où venait la violence. Qui attaquait parce qu'il y a des gens dans ce pays, s'ils organisent une manifestation qui ne se solde pas par mort d'homme, pour eux, c'est un échec. Il faut qu'il y ait mort d'homme. Kapanga représentait quel danger pour être tiré à bout portant? Il y a eu Rossi Mukendi. Il y a eu ce qu'on appelle bavure policière. Je regrette le décès de Tchad, Kapangala ou Rossi. En même temps que je sais qu'ils ne sont pas morts pour la bonne cause. Parce qu'ils sont morts au moment où la commission électorale était en train de publier le calendrier électoral. Ils ont été simplement manipulés par l'Église catholique. Et les gens oublient que l'Église catholique est l'un des bras séculiers du capitalisme occidental. L'Église catholique est souvent utilisée pour des sales besognes. Vous avez vu le rôle que l'Église a joué pendant des élections. L'histoire des Toraya, 40 000 smartphones qu'on a donnés aux gens. Vous avez vu l'Église catholique prétendre, lui, ou elle dire qu'elle connaissait le véritable gagnant des élections. Ah bon, on l'a rappelé aussi. Vous comprenez? Et tout ça parce que l'Église roule pour quelque chose. C'est connu, comme je l'ai dit, l'Église est le bras séculier du capitalisme occidental. L'UDPS pensait que l'Église était avec elle. Or, l'Église était ailleurs. L'Église, ses intérêts sont ailleurs. Et vous l'avez vu déjà, qu'ils sont en contradiction permanente avec M. Tshisekedi. Parce que l'Église avait un candidat, qui n'est pas son candidat, mais un candidat qui lui a été imposé et qui n'est pas passé. Pour revenir à ce que notre ami Christian Bossembe a évoqué, c'est très important que je le dise. Chers amis, Kingakati n'a jamais été désarmé. Vrai ou faux? Parce que Kingakati a été militarisé et continue d'être militarisé même. Un instant. Quand M. Kabila quitte le pouvoir et qu'il remet toutes les clés du pays à son successeur, ce qu'il fait dans les mois qui ont suivi, c'était de lui rendre tout l'armement. Ça, les gens n'en parlent pas. Tout ce qu'il avait comme char de combat, il a remis. Vous voyez, il avait un très long cortège. Il en a maintenant de combien? Même chose pour sa femme. Sa femme n'a plus que 4 ou 5 éléments de garde, y compris pour lui-même. Ni ici, ni à Jelem, où je puis me rendre quelquefois, ni à Kingakati, où je suis allé plusieurs fois. Je n'ai vu ni chars de combat, ni armes sophistiquées. J'ai vu autour de Kabila quelques militaires. En tant qu'ancien président, il a droit à la protection. Quelques militaires, ainsi de suite. Mais
On dirait que les gens rêvent. Parce que j'ai entendu quelque part quelqu'un dire qu'il y a eu un commando américain qui est descendu, qui a même ravi un hélicoptère de militaires que Kabila détenait illégalement, qui a désarmé tous ses gardes, et tout, la 80aine d'hommes. J'ai dit, mais il y avait 80 personnes à Kingakati qui faisaient quoi déjà? Qui faisaient quoi? Parce que Kabila, ce que les gens ignorent, c'est que Kingakati est d'abord et avant tout un site touristique. Et juste à côté, Kabila, il a juste érigé sa petite maison. C'est un site touristique. Les touristes y vont. Si vous avez votre argent, vous avez, je crois, 5 $ d'entrée, vous pouvez y aller. Et si vous voulez même arriver chez lui, vous arriverez. Il ne cache rien. Parce que s'il avait à s'inquiéter, pourquoi quand il roule, il a des glaces baissées? C'est quelqu'un qui se reproche de rien. Avec tout un cortège de militaires derrière. En tant qu'ancien président, il a droit à la protection. Mais il a combien de militaires? Je crois qu'il y a à peine 1 ou 2 véhicules qui les suivent. Donc, il y a de l'intox. Et nos amis, au lieu de favoriser que cette coalition, parce que ce que nous sommes en train de donner à l'international, c'est que les gens risquent de dire le Congo. Parce que moi, j'étais fier quand j'ai vu l'image du 24 janvier 2019. Quand j'ai vu un Kabila qui part, un Tshisekedi qui arrive, le deux qui se sourit, qui se parle à l'oreille. Et quand vous voyagez à l'étranger, vous vous dites, tiens, je viens du Congo et vous êtes fiers. Et malheureusement, il y a des gens qui sont en train de cracher. Cette photo de Kabila, Tshisekedi, en train de se parler l'un à l'oreille de l'autre, pouvait être la photo qui symbolise le Congo. Cette fierté que certains sont en train de sacraliser aujourd'hui. L'on veut donner des arguments à Sassou Nguesso, à Paul Kagame, à tous les autres, qu'il n'est pas bon de quitter le pouvoir parce que celui qui viendra après vous va vous faire une chasse à l'homme. C'est l'impression qu'on veut donner. Vous savez pourquoi quelqu'un comme Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Parce qu'il sait que si le camp de Gbagbo arrive, il y aura des problèmes. Parce qu'il sait que si ceci se passe, il y aura cela. Mais Kabila lui a compris tout ça. Il est parti. Aujourd'hui, Kabila doit être notre patrimoine. Kabila doit être... Non, c'est sérieux. Ailleurs, des anciens présidents sont vénérés. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, quand ça brûle en France, quand ça brûle aux États-Unis, on fait appel à ceux qui ont vécu. Ces gens, c'est des bibliothèques vivantes. C'est des monuments vivants. Parce qu'ils ont vécu des choses. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres pendant leur mandat. Et on se ressource auprès d'eux. Mais si on veut tout diaboliser, si l'alternance qui est arrivée dans ce pays capote, j'ai foi qu'aucun président en Afrique n'accepterait de quitter le pouvoir avant sa mort. Il y a intérêt. Et malheureusement, il y a autour du président Tshisekedi des gens, soit qui l'induisent en erreur, ou qui se sont fait spécialistes des fake news. Vous avez vu ce qui s'est passé avec nos amis Honoré Mvula, Denise Dussochoy et tous les autres, des cybercriminels qui alimentaient jusqu'à 100 pages Facebook pour y mettre de l'intox contre Kabila. En disant aujourd'hui que Kabila, c'est un patrimoine, pensez-vous que la famille de Rossi Moukedi sera content avec vous, la famille de Déchet Kapangala sera content avec vous, ceux qui ont perdu leurs frères et frères au Kassai, dans l'affaire Kamouina, pensez-vous aujourd'hui que tous ces gens seront heureux de vous entendre dire que Kabila, c'est un patrimoine? Il est malheureux d'attribuer ce qui arrive à Rossi à Kabila, malheureusement. Malheureusement, il est malheureux. Encore une fois, je répète que s'il faut attribuer ça à Kabila, disons aussi de ces policiers décédés qu'il est mort parce que tu sais qu'il est au pouvoir. Il est encore malheureux de dire que ce qui s'est passé au Kassai, c'est de la faute de Kabila. Au Kassai, moi je suis kassaïen. Au Kassai, il s'est passé une rébellion. Un chef coutumier qui s'impose, qui veut désormais, qui veut instaurer un État dans un État. On y envoie des militaires, il les tue. Et ça dégénère. Nous étions au bord d'une guerre civile dans le Kassai. Je ne comprends pas pourquoi ça doit être attribué à Kabila. S'il faut attribuer ce qui s'est passé au Kassai à Kabila, mais attribuer à Tshisekedi les tueries de l'Ituri. Faisons ça parce que c'est ce que vous voulez. Mais au finish, je ne connais personne qui a géré sans laisser des cadavres dans son placard. Kabila, c'est son côté où des choses ont bien marché et là où les choses n'ont pas marché. Je ne suis pas en train de le présenter ici comme un saint, absolument pas. Il y a des choses qu'il faut lui reprocher. Mais comme on dit,
Est-ce qu'on ne peut pas privilégier le bon côté des choses d'un jeune président à 48 ans, qui avait une majorité, qui avait l'armée, qui pouvait accepter de se cramponner au pouvoir, mais qui accepte que... Mais qui a été contraint malheureusement par la... Qui n'a pas été contraint par parce la pression populaire. Il avait toujours rappelé que je quitterai le pouvoir, que je ne toucherai pas à la Constitution. Il a quitté le pouvoir. Vous ne pouvez pas me rappeler une seule... Son pouvoir, son deuxième mandat prenait fin en 2016, mais l'homme a quitté le pouvoir en 2019 pratiquement. Nous savions tous. Il a quitté le pouvoir en 2018. Nous savions que qu'il y a eu des contraintes qui ont fait que les élections ne soient pas organisées. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. On n'avait pas prévu la rébellion du M23, qui a coûté énormément de fonds à la République. On n'a pas prévu ça. Goma était en train de partir. Goma était, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, Goma aujourd'hui est annexé au Rwanda. Mike Hammer et Peter Pham, qui sont autour du président. Au point que je me demandais si on ne peut pas avoir du bureau à la présidence là-bas pour Mike Hammer, qui va là-bas, s'il est 4e conseil du président ou 4e membre du gouvernement. Vous comprenez? Il est ambassadeur des États-Unis. Ambassadeur des États-Unis, qui s'ingère dans tout, y compris dans nos affaires domestiques. Moi, Félix Tshisekedi, je les renverrai chez lui. Mais malheureusement, ces gens, le président, lui, ne comprend pas qu'ils sont dans la logique de la partition du pays. Alors aujourd'hui, comment mettre fin au problème des violations à répétition des constitutions africaines? Aujourd'hui, il faudrait que l'on suive l'exemple de Kabila, qui était modèle en Afrique, s'il vous plaît. Le seul qui a accepté de perdre, de partir, qui a accepté la défaite. Le seul qui est parti parce que les Congolais étaient déterminés à les faire partir. S'il vous plaît, aucun Congolais, il y a eu un groupe de gens manipulés qui ont marché. Ils ont marché sans savoir pourquoi ils marchaient, alors que les élections étaient en train d'être organisées. En dépit de tout ce qui s'est passé, à 48 ans, Kabila a fait ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Je ne suis pas en train de faire les Tinké Moulumba parce que eux, ils avaient des intérêts matériels auprès de lui. Moi, je n'ai aucun intérêt. Mais je rétablis l'histoire. Parce qu'en tant que journaliste, cher ami, nous sommes des historiens du présent. Il est important que des générations futures sachent qu'il y a eu dans ce pays un président qui avait la possibilité de rester au pouvoir, qui est parti en acceptant la défaite de son dauphin. Et ce qu'il faut faire, il faudrait que les dirigeants africains respectent leur constitution. Mais la peur maintenant, c'est que c'est cette chasse à l'homme qui peut arriver. Vous comprenez? Et c'est que certains partisans du président, l'impression que ça donne de cet tiraillement permanent entre les deux camps, risque de donner un mauvais exemple. Par exemple, à Sassou Nguesso. Risque de donner un mauvais exemple, par exemple, à d'autres dirigeants qui pensent que quand tu quittes le pouvoir, on va commencer à exhumer des dossiers, ainsi de suite. Et heureusement, ou malheureusement, si Kabila avait des dossiers sales, par exemple à l'étranger, qu'il avait par exemple des biens mal acquis, qu'il avait des villas, des véhicules de luxe ou des comptes bancaires à l'étranger, vous auriez déjà vu les médias étrangers, France 24, TV5 Monde et les autres, se mettre en branle. Vous auriez déjà vu des gens créés au bien mal acquis. Et depuis qu'il est parti, aucun dossier, sauf ceux qui sont montés contre lui pour nuire à son image. On va vous évoquer des choses de Kamwina Sapou. Nul. Et pourtant, la police et l'armée sont intervenus pour restaurer l'autorité de l'État. À Kamwina Sapou, il y a eu une milice qui devait être affaiblie, combattue, comme on le fait avec la milice Kodeko à Nituri, ou comme on fait avec les autres groupes armés étrangers qui sont à Beni, Butembo et dans le Kivu. Alors aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du silence de la communauté internationale en rapport avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée? Parce qu'en 2016, quand il s'agissait de la RDC, on a vu la France, la Belgique, les États-Unis, tout le monde s'est levé. Mais curieusement, en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est le silence. Le problème, c'est que Kabila s'était opposé à ces gens-là. Au point qu'il était devenu la bête noire qu'il faut abattre. Eux, ils n'aiment pas les peuples africains. Ils ont des intérêts. Tant que M. Ouattara continue à coopérer, parce que Ouattara a été imposé à la tête de la Côte d'Ivoire par la France. Ça c'est connu de tous. C'est la France avec Sarkozy. On connaît l'histoire. Et tant qu'il continuera à coopérer, à financer, à corrompre, à accorder des marchés à ces États, ils ne lui feront jamais la peau. Parce qu'on dit qu'en politique internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui comptent. Mais quand Kabila dit les mines, les minerais du Congo doivent profiter aux Congolais, il faut qu'on change le code minier. Vous avez vu comment les géants miniers sont arrivés ici.
Quand Kabila dit qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas faire ça. Quand il refuse de co-gérer son pays avec des pays étrangers, ils lui ont fait la guerre. Aujourd'hui, les mêmes qui avaient contesté, parce qu'on donne l'impression qu'ils le sont avec Félix Tshisekedi, mais on oublie que les mêmes avaient contesté son élection. Aujourd'hui, ils le font un appel du pied. On a considéré ça comme un arrangement à l'africain. Comme Jean-Marc Ayrault essaye de le dire. Ça signifie que cette même communauté internationale n'est pas avec Tshisekedi. Très bien. Mais comme il est au pouvoir, elle vient. Le jour qu'il refusera de leur donner ce qu'ils demandent, ils vont lui faire la guerre. Très bien. Il faut être prudent, rester nationaliste. Une toute dernière question. Vous estimez qu'Alassane Ouattara doit venir à Kinshasa pour apprendre auprès de Kabila comment quitter les pouvoirs. Mais vous oubliez aussi qu'il y a quelques mois, et il y a des mois, le président togolais était passé aussi ici et à son retour, c'est le 3e mandat. Est-ce que Ouattara doit aussi venir ici pour apprendre comme... Et il y a des malades là après aussi? L'histoire retiendra encore une fois que dans ce pays, le Congo, Kabila est l'architecte du Congo moderne que nous avons. Non, ça va vous faire rire. Mais je le démontre rapidement si vous me donnez un peu de temps. Rapidement, l'émission est terminée. Quand il arrive au pouvoir, il hérite d'une situation complexe, compliquée. Un pays quasi inexistant. Une monnaie qui était ce qu'elle était. 18 ans après, il laisse un Congo unifié. Un peuple uni. Il est le père, si vous voulez, du processus électoral. Le seul président dans ce pays qui a organisé des élections 3 fois successives, s'il vous plaît. C'est sous Kabila. Des élections toujours contestées. Contestées, au moins on a eu un début. Les États-Unis, je ne sais pas, ils ont à leur 40e élection. L'émission est terminée. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump. Donc, pour avoir organisé 3 fois les élections dans ce pays, pour avoir réunifié ce pays, pour avoir rendu au Congo, ce Congo moderne que nous avons aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire que Kabila était modèle, est une école, et qu'il faudrait que M. Ouattara, qu'il faudrait que monsieur de la Guinée, M. Condé, il vient prendre le 3e mandat comme que tous les autres dirigeants était venu aussi apprendre auprès de Kabila. Que tous les autres dirigeants, même celui qui est en Biélorussie là-bas, là aussi où il est, je ne sais plus, au 40e mandat, il peut venir ici apprendre comment Kabila a fait pour réunir, bien évidemment. Je crois que le modèle démocratique est parti de l'Afrique, mais attention, ne le gâchons pas, s'il vous plaît. Très bien, l'émission est terminée. Jean-Pierre Kayembe, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra. Un petit message au public et vos coordonnées, peut-être à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Bonjour. Je sais que vous êtes nombreux à regarder cette émission. Et c'est avec intérêt que je me mettrai à lire chacun de vos commentaires. Et quand j'en aurai le temps, je répondrai. Ce que je puis dire dans cette émission, c'est le fond de mes pensées. Ce que je pense au plus profond de moi-même. Si je peux heurter certains, je suis désolé, je m'excuse, mais je crois que la diversité est une richesse. Je crois que la coalition FCC Cash est le socle de notre stabilité. Je crois que l'image de Kabila Tshisekedi le 24 janvier est une fierté pour le Congo. Je crois que l'alternance intervenue dans ce pays doit être un modèle pour l'Afrique. Et qu'il faut, s'il vous plaît, jalousement préserver ces acquis de l'alternance. Je crois que le dialogue voulu par certains turiféraires n'en est pas un. C'est des gens affamés qui sont à la recherche des postes. Il ne faut pas leur donner l'occasion. Je demande constamment au président Félix Tshisekedi d'être en contact avec son prédécesseur. Et toutes les fois qu'il y a des choses qui se posent, des problèmes qui se posent, qu'ils arrivent à résoudre ça. J'en appelle aussi parce que certains d'entre vous me regardent sur YouTube où j'alimente une chaîne non à la balkanisation. Je vous rappelle aussi que notre pays est en danger. La menace de la partition du pays se précise tous les jours. Ici au pays, pour vous qui êtes à l'étranger, on tue au moins 20 Congolais par jour. Sans parler, sans vous rappeler qu'il y a 2 semaines, au moins 120 de nos compatriotes ont été lâchement abattus. Le pays est en train de partir avec la complicité ou sous le silence et l'indifférence de certains. Il faut qu'on se lève. Mes coordonnées, je vous les donne. J'alimente. Pour une première fois, en tout cas. Bien, j'ai toujours donné mes contacts. Je suis très tendre envers ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir une opinion contraire à la mienne et que l'on peut débattre. Et tout comme je suis aussi désagréable vis-à-vis de ceux qui pensent qu'ils doivent nous imposer leur point de vue.
ou qui amènent des insultes. Je n'ai insulté personne, je n'ai dit que ce que je pense. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook, Jean-Pierre Kayembe officiel. C'est là où j'ai mis mes activités professionnelles principalement. J'ai un compte, Jean-Pierre Kayembe, qui est déjà assez full, mais vous pouvez toujours vous abonner. J'ai une chaîne YouTube que j'alimente, non à la balkanisation. Vous pouvez vous y rendre et voir aussi ce que je fais pour mon pays de manière quasi bénévole. Ou sur mon compte Twitter, Jean-Pierre Kayembe, je suis là disponible. Et depuis un temps, Hervé l'a rappelé, je suis promoteur d'un site internet d'information, 24h.cd. Visitez la page, le compte Twitter ou notre site, 24h.cd, et voyez ce que nous faisons. Déjà, je vous dis merci pour vos gentils commentaires, vos messages d'encouragement et même aussi vos critiques. Mais je ne supporterai pas les insultes. Jean-Pierre Kayembe, merci de votre passage. C'est un honneur. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.